Émilie a 27 ans. Depuis l'an passé, elle va acheter sa pilule en Allemagne. Aujourd'hui, elle est retournée vivre chez ses parents près d'Yverdon. Mais elle continue à parcourir les 160 km qui la séparent de la frontière allemande. Une habitude qui remonte à ses années d'études. J'ai étudié 3 ans à Olten, donc c'est pas très loin de l'Allemagne. Une fois, j'y suis allée pour faire 2-3 autres achats. Et comme il y avait une pharmacie dans le centre, je me suis dit, bon, je devais la racheter. Je suis allée demander s'ils l'avaient en stock, combien ça coûtait. On m'a dit, ah, on peut vous fournir le générique, et pour 6 mois, c'est 27 euros. Et il te coûtait combien en Suisse? En Suisse, pour 3 mois, c'était à peu près 61 francs. Donc, il y avait quand même une différence qui était assez importante. À l'époque, pour Émilie, la pilule pèse lourdement sur son budget. Son seul revenu, un job d'étudiante. J'étais aux études, je devais un peu vivre sur le petit salaire que j'avais sur mon travail annexe et sur mes économies. Donc j'avais un budget pour tout en fait, donc loyer, nourriture, etc. Moins de 2000 francs par mois. Après avoir payé son loyer et toutes ses factures, il restait moins de 200 francs à Émilie pour ses loisirs et sa contraception. De retour chez ses parents, l'habitude d'aller en Allemagne est restée. Et là maintenant, tu habites du côté d'Yverdon. Oui. C'est pas un trop gros effort de faire le trajet jusqu'en Allemagne depuis Yverdon? Alors j'y vais 1 à 2 fois par année. Comme je prends pour 6 mois, du coup ça va assez bien. Et je profite de faire d'autres achats en même temps. Et j'ai aussi des amis dans la région, donc ça me permet d'aller leur rendre visite aussi en même temps. Certaines jeunes femmes vont chercher leur contraception beaucoup plus au sud de l'Europe, jusqu'au Portugal, du côté de Porto. Un quartier populaire de Crissier. C'est ici que vit Déborah, 27 ans, étudiante en travail social. La jeune femme prend la pilule depuis une dizaine d'années. Au début, ses parents l'aidaient financièrement, mais les choses ont rapidement changé. Et ensuite, c'est moi qui ai acheté, c'est moi qui payais. Alors, j'étais étudiante, j'avais pas forcément d'argent de poche, donc je travaillais un petit peu à côté. Alors, c'est vrai que c'était quand même un budget conséquent à chaque fois d'acheter cette pilule. En discutant avec ma sœur jumelle, elle m'a dit « Mais moi, Déborah, je l'achète au Portugal, pourquoi tu ferais pas pareil ?» Je lui dis « Je sais pas, parce que voilà, on vient quand même de Suisse, on sait qu'il y a un marché pharmaceutique qui est fort, où j'ai l'impression que les produits sont quand même d'une certaine qualité, où on nous vend aussi ça, on a cette image que vu qu'on paye le prix, il y a la qualité qui va avec. Et puis après, au Portugal, déjà juste le fait que ce soit vendu sans ordonnance, ça peut nous amener à nous poser des questions. Et du coup, je lui ai dit que j'étais pas très rassurée. Puis elle m'a vraiment confortée en disant que la pharmacienne posait quand même pas mal de questions, qu'elle regarde, elle va pas donner la même pilule, mais elle va juste regarder le principe actif et puis elle va nous donner ce qui correspond. Et c'est vrai que voilà, j'ai pu avoir pour beaucoup moins cher 3 plaquettes, donc pour 3 mois, alors que c'est vraiment une très grande différence de prix. La différence perçue par Déborah est bien réelle. Nous avons choisi 6 pilules génériques très vendues en Suisse. Leur prix moyen en pharmacie s'élève à 40 francs 35. En Allemagne, ce chiffre baisse déjà à 29 francs 85 et en Belgique à 17 francs 20. Tout en bas de la liste, le Portugal. Prix moyen des 6 pilules, 10 francs 45, presque 4 fois moins qu'en Suisse. J'ai été surprise du nombre de personnes de mon entourage qui l'achetaient aussi à l'étranger. Alors et j'ai remarqué aussi que c'est pas quelque chose ou de laquelle on va se vanter en disant moi j'achète moins cher à l'étranger. Mais au final, quand on discute, c'est vrai que ça ressort énormément. Alors que ce soit pas forcément au Portugal, mais dans d'autres pays, c'est très fréquent, en tout cas dans mon entourage. Ouais. Parmi les destinations des Romandes, la France reste la plus prisée. Lors de notre enquête, nous avons contacté une trentaine de jeunes femmes. Près de 70% d'entre elles traversaient la frontière française. C'est le choix qu'a fait Adeline, une amie d'Émilie. Moi, je vais pas en Allemagne, je vais plutôt en France parce que déjà, c'est plus près, les hôpitaux neufs à la frontière. Ouais, clair. Puis je profite d'acheter 2-3 courses chez Super U, tout ça, que si je vais jusqu'à Pontarlier. Puis je paye 6 € pour 3 mois. Ouais.
Du coup, des fois, ils refusent de vendre pour 6 mois dans la même pharmacie, donc des fois, je fais 2 pharmacies et puis je prends 2 fois 3 mois. Des fois, quand je leur dis que je vais en France, les personnes sont un peu étonnées, et puis quand je leur dis le prix, elles disent « Ah ouais, faudrait peut-être voir pour que j'y aille aussi. » Puis typiquement, les pharmacies à la frontière, ils ont l'habitude que les Suisses viennent. Du coup, elles savaient directement quelle pilule me donner. Et t'en as parlé avec ton ou ta gynéco? Non, pas spécialement. Ça m'est pas venu à l'idée en fait, et puis le gynéco je le vois une fois par année, donc c'est pas la chose essentielle à discuter, je trouve. À l'évidence, la différence de prix est entrée dans les mœurs. Exemple, la pilule Yolienne de Sandoz. En Suisse, elle est vendue autour de 35 francs 50. En passant la frontière française, elle change de nom, mais surtout son prix chute, 14 fois moins cher. D'ailleurs, en Suisse aussi, le prix d'une même pilule varie fortement d'une pharmacie à l'autre. Petit coup de sonde en Suisse romande avec la pilule Cerazette. Les prix vont de 57 francs 70 à Yverdon ou La Chaux-de-Fonds jusqu'à 72 francs 75 à Genève ou Martigny. Plus de 15 francs d'écart. Et c'est sans compter les innombrables cartes de fidélité, les promotions, rabais et autres actions. Je vous en prie, installez-vous. À Sion, Jacqueline Felet est conseillère dans un centre de santé sexuelle. Pour les jeunes femmes qu'elle reçoit dans son bureau, le choix de traverser la frontière n'est pas toujours une évidence. Les jeunes filles, elles sont souvent celles que nous rencontrons en débat éthique. Ça veut dire qu'elles sont en même temps, on essaie de consommer local, si j'ose dire. C'est important d'acheter ici, de faire marcher les commerces enfin, la pharmacie où bosse ma sœur, qui est assistante en pharmacie. Enfin, voilà. Et en même temps, le porte-monnaie, c'est quand même... ce que j'ai dans mon porte-monnaie, c'est quand même une priorité, c'est quand même ma sécurité. On n'a pas très bien réussi sur ce coup-là. Ouais. Et puis, on ne peut pas les blâmer en même temps de ne pas avoir les moyens et en même temps de ne pas assumer leur contraception, en fait. En fait, elles trouvent des stratégies, les jeunes. Ces femmes assument leur sécurité contraceptive. Waouh! Mais bon, elles passent la frontière. Mais qu'est-ce qu'on leur propose d'autre? La crise sanitaire et le confinement du printemps dernier n'ont évidemment pas arrangé la situation. Le Covid a aggravé la situation pour les personnes les plus vulnérables, je pense. Il n'y avait plus l'accès à la contraception. Pourquoi? Parce que j'ai plus les sous pour l'acheter, parce que j'avais des petits boulots, puis que ces petits boulots me permettaient d'acheter ma contraception sans que mes parents soient au courant. Parce que je ramenais ma contraception des vacances pour une année pour ma fille, moi, ma cousine, et puis ma voisine, et puis que j'ai pas pu le faire. Mais même sans virus, la contraception peut vite devenir un casse-tête. Céline a 24 ans. Elle a fait son apprentissage dans ce salon de coiffure lausannois et elle y a travaillé 3 ans. Puis sa vie a été chamboulée. J'ai eu un accident, je me suis cassé le bras et qui s'est pas trop bien remis, donc j'ai dû changer à un moment. Enfin, je pourrais plus assumer d'être coiffeuse à 100%. Céline, qu'est-ce que tu joues? Là, je suis en train de préparer une chanson pour les enfants parce que j'aimerais bien accompagner mes élèves quand ils chantent. Aujourd'hui, Céline termine sa reconversion pour devenir institutrice. Mais pendant les 18 mois de transition entre ces deux métiers, elle a vu ses finances se détériorer au point de renoncer à sa contraception. J'avais quand même pas mal de factures à payer, même si au final j'étais chez mes parents, tout ça, j'avais quand même des choses à gérer. Donc c'est vrai que c'était pas forcément facile. Puis à choisir entre la pilule et vivre, je préfère vivre des moments avec mes amis, par exemple, plutôt que de m'acheter une pilule qui au final n'est pas si bonne pour ma santé. T'as pensé à supprimer autre chose? Oui. Mais c'était tellement de sacrifices que je me suis dit, autant supprimer ça, quoi. De devoir arrêter la pilule pour des raisons financières, ça t'a fait quoi? Je me suis dit que c'est pas normal quand même de devoir choisir entre notre vie privée et puis ça, je trouve que c'est quand même assez important. C'est 20 francs par mois d'économiser. Je les ai mis de côté pour un autre moyen. J'ai mis un stérilet. C'est 500 francs d'un coup et après, c'est pour 5 ans. Donc, comparativement à la pilule, c'est quand même pas négligeable la différence.
Et au final, je l'oublie. Tandis que la pilule, c'est quand même plus contraignant aussi. L'aspect financier peut donc devenir crucial pour ces jeunes femmes. D'où la question, pourquoi ces contraceptifs ne sont-ils pas remboursés? Certains professionnels prônent un remboursement, au moins partiel. Il ne s'agit pas de verser 10 francs à toute femme en âge de procréer en Suisse. Parce qu'à certaines, 10 francs, ça ne va pas changer grand-chose. À d'autres, ça ne va pas suffire. Enfin, voilà, l'arrosoir me paraît peu pertinent. Par contre, pour certaines jeunes filles, alors absolument, oui. Ça permettrait vraiment de pas, en tout cas, se soucier de ces sous chaque mois. Et puis aussi d'avoir l'aspect de responsabilisation, quoi, en fait. Voilà, quoi, j'ai la pilule à disposition, autant que je la prenne bien, quoi, ça me fera moins d'ennuis. C'est aussi une manière, aider, c'est aussi une manière de responsabiliser. En Europe, les femmes ne sont pas égales face au remboursement de la contraception. Voici les pays où on la rembourse à toutes les femmes, au moins partiellement. Dans ces 4 autres pays, on rembourse aussi, mais seulement aux femmes jeunes ou en situation précaire. Pour finir, les pays qui ne remboursent pas du tout la pilule, un groupe dont fait partie la Suisse. On peut se dire oui, mais c'est 10 francs par mois ou autre, mais typiquement pour des personnes qui sont étudiantes comme moi ou qui ont des petits budgets, en fait, 10 francs par mois, ça fait vite beaucoup. Au final, qu'on doive regarder par rapport à nos finances pour acheter un moyen de contraception, je pense que c'est dommage, quoi. L'accès à la contraception est-il donc une affaire de riches dans notre pays? Plusieurs motions, postulats ou interpellations ont été déposées ces dernières années à Berne pour assurer l'accès ou proposer la gratuité des moyens contraceptifs. Toutes ces démarches ont été pour l'heure recalées. Jacqueline Follet-Jordan, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes conseillère en santé sexuelle à Sion. Vous êtes aussi coprésidente de Santé Sexuelle Suisse. Oui. On vous a entendu dans le reportage sur cette question de la stratégie contraceptive des jeunes femmes d'aujourd'hui. On l'a vu, il y a aujourd'hui cette véritable nécessité pour certaines femmes de pouvoir bénéficier d'une aide financière pour assurer leur contraception. Il y a même une des jeunes femmes interviewées qui a dû laisser tomber la pilule pour des obligations économiques. Pourquoi est-ce que la Suisse aujourd'hui ne peut pas rejoindre ce groupe de pays qui remboursent non pas totalement mais partiellement les moyens contraceptifs? Parce que la LAMAL est difficile à bouger, parce qu'en Suisse, les droits sexuels sont mal pris en compte dans la LAMAL, tant au niveau de la contraception qu'au niveau aussi de la fertilité. C'est quelque chose qui émerge maintenant avec la nouvelle génération. Elle nous secoue le cocotier et c'est très très bien. Et je pense que c'est pas perdu d'avance. Je pense qu'on peut avoir un consensus aussi transpolitique par rapport au groupe parlementaire pour les droits sexuels. Santé Sexuelle Suisse a approché aussi tout ce qui est assureur maladie. Comme ça, je pense que ça bouge. Donc il y a une voix qui se fait plus entendre aujourd'hui. Oui, mais je pense que c'est step by step. On y va. Mais c'est un sujet qui est d'actualité. Vous avez raison. Alors, vous êtes favorable à l'accès à la contraception. Oui. Vous n'êtes pas tout à fait en ligne avec votre parti, le PLR. Pourquoi ne pas aller plus loin et finalement offrir, comme en France, la gratuité? Parce que la gratuité n'est qu'une des parties de l'accessibilité. Et c'est vrai que si on regarde au niveau européen, les pays qui le remboursent totalement n'ont pas, par exemple, un meilleur taux d'interruption de grossesse. Comme la France. Nous sommes très très bons par rapport à l'interruption de grossesse et pourtant la contraception est payante. Donc pour nous, ça reste quelque chose qui est individuel. Par contre, quand une femme est en difficulté à un moment de sa vie, dans des circonstances particulières, là, elle devrait avoir de l'aide nécessaire attribuée par la LAMAL ou par les cantons qui décident d'attribuer des budgets à des organismes qui pourraient s'en charger, comme nos consultations, par exemple. Alors, on l'a vu avec le Covid, des situations précaires se sont aggravées dans notre pays. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une obligation morale, finalement, de garantir l'accès à la contraception? Ben oui, parce que la contraception, quand elle n'est pas bien gérée, ça occasionne d'autres coûts. Donc quand individuellement, on ne gère pas bien quelque chose malgré soi, parce qu'on n'en a plus les moyens, parce que la crise fait que tout à coup la contraception vient en background, c'est plus une préoccupation principale, eh bien, les coûts se reportent aussi sur un groupe qu'est la société et sur les budgets d'un pays, c'est sûr. Donc on aurait meilleur temps, vraiment, d'aider ces femmes et ces hommes aussi, parce que je rappelle qu'ils font partie prenante aussi de la contraception. Oui, parce que la mentalité est en train de changer aujourd'hui. Complètement. Les hommes viennent à nos consultations. Les hommes seraient d'accord de dire, mais et nous alors, qu'est-ce qu'on a? Mais on n'a pas grand-chose à leur proposer.
aux hommes. Et on ne leur paye pas leurs préservatifs non plus. Non, absolument. Alors, le Parlement a accepté la semaine passée un paquet de mesures qui permettra d'agir sur les prix des génériques. En revanche, il a refusé que les médicaments dont le brevet a expiré soient soumis à un prix de référence. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas vers le bas concernant le prix des contraceptifs en Suisse? Vu comme ça, non. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que les génériques, on parle surtout de pilules, on parle surtout de moyens hormonaux, si j'ose dire. Et ce n'est pas ce que les jeunes veulent aujourd'hui. Et souvent, où on croche, ce n'est pas pour les 8 francs que coûte une tablette de pilules par mois. Parce que nous aussi, on s'offusque, on se dit, mais 8 francs, mais quand même. Souvent, les jeunes filles veulent des moyens de plus longue durée. Et ces moyens-là sont très coûteux. Entre l'objet en soi qui va être implanté dans le corps de la femme, mais aussi la prestation médicale qui va avec, c'est des montants qui se chiffrent à plusieurs centaines de francs qu'un jeune ou une jeune femme qui est en situation de précarité passagère ou sur du long terme. Et elle ne trouve pas de l'aide pour payer ça. Et ça ne va pas. Merci beaucoup, Madame Jordan-Follet. Merci. Merci. Dans les années 60, la pilule est le symbole de la liberté sexuelle des femmes. Le monde, lui, bat au rythme de mai 68, un monde de révolution et de recherche d'égalité. La pilule magique devient alors un tel emblème d'émancipation qu'on en oublie sa face cachée. 50 ans plus tard, le symbole est remis en question, même par les féministes de la première heure, et les effets secondaires toujours plus durs à avaler. On retrouve Émilie, la jeune femme qui achète ses pilules en Allemagne. À chaque fois qu'elle ouvre un nouveau paquet, il y a quelque chose qui la tracasse. C'est la liste sans fin des risques et des effets secondaires de sa pilule, la Valette. Donc thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, thrombose d'une veine annexe, infarctus du myocarde, les alopécies, donc la perte de cheveux, les migraines, les états dépressifs, augmentation de l'appétit, problème de peau, eczéma, psoriasis. Il y a quand même des jours où on se dit on prend tous les jours quelque chose qui est potentiellement nocif aussi, donc c'est toujours à peser le pour et le contre. Cette préoccupation d'Émilie, les femmes la partagent depuis les origines de la pilule. Inventée aux États-Unis en 1956, elle débarque en Europe en même temps que le mouvement féministe des années 60. Pour la première fois, les femmes peuvent contrôler seules leur fertilité. Mais la petite pilule magique a aussi son revers. Alexandra Asfari travaille depuis 7 ans sur le rapport des femmes à la contraception. Elle termine actuellement une thèse sur la question. La pilule a été une libération pour les femmes. En tout cas, c'est comme ça que la mythologie autour de la pilule s'est construite. Mais à côté de ça, le retour de bâton, on peut dire, c'est qu'elles ont aussi la responsabilité à elles seules, ou presque, de la contraception, que ce soit la charge mentale d'y penser, la charge financière, et aussi, finalement, c'est elles qui subissent les potentiels effets secondaires de ces médicaments. 64 ans après la première pilule, on en est à la 4e génération. Et les effets secondaires sont toujours plus ou moins les mêmes. Esther est étudiante à l'université de Fribourg. Elle aimerait devenir sexologue. Son parcours en matière de contraception est pour le moins chaotique. À l'âge de 17 ans, elle prend pour la première fois la pilule. Ça se passait bien les premiers mois et petit à petit, j'ai commencé à avoir plusieurs effets secondaires. Donc déjà, j'ai pris du poids, j'ai fait de la rétention d'eau. J'avais une humeur qui était toujours très, linéaire, toujours du négatif, toujours pessimiste. J'avais des douleurs de règles qui ont commencé à augmenter. À chaque pause de pilule, ça augmentait de plus en plus. J'avais aussi une sorte d'obsession avec la nourriture, chose que j'avais pas avant, mais vraiment j'avais tout le temps envie de manger. J'ai demandé à la gynécologue si on pouvait changer, surtout par rapport aux douleurs de règles où la pilule est censée faire l'effet inverse. Donc on a changé pour une autre pilule. Et de nouveau au début, tout bien, pas de soucis, je suis contente. Et assez vite, les mêmes effets reviennent, les douleurs menstruelles augmentent à nouveau. Donc on va de nouveau rechanger. Et je vais encore changer 2 fois de pilule. Donc au total, j'en ai fait 4. De pilule en pharmacie et de pharmacie en pilule.
Donc je retourne chez la gynécologue et elle me propose le stérile hormonal. Et moi je suis j'ai pas très envie, on va dire. Je vois pas trop l'intérêt de mettre quelque chose dans mon utérus alors que j'ai mal à l'utérus. Qu'en plus j'aimerais bien arrêter les hormones parce que je vois bien que les hormones n'y sont pas un effet positif sur mon corps. Le parcours d'Esther est loin d'être exceptionnel. Mais alors, quel est le rôle du médecin dans cette histoire? La doctoresse Dorothea Wunder est gynécologue. Pour elle, c'est une évidence. Il faut absolument informer avant de prescrire. Oui, je dirais que c'est quand même très important. C'est pas un bonbon comme ça qu'on donne la pilule. Il y a des risques et il faut bien expliquer ces risques, comme pour chaque médicament, pour chaque traitement. Lorsqu'elle reçoit ses patientes, Dorothea Wunder commence par une anamnèse. État de santé, traitement, antécédents. Et ce n'est pas tout. Quand je fais tout ça, il y a plusieurs feuilles et je vous montre. Alors, il y a ici encore une checklist pour la patiente. Je vais remplir avec elle tous les éventuels risques qu'elle pourrait avoir. Après, il y a une deuxième fiche. Ça, c'est la fiche d'information pour la patiente. Là-dessus, il y a tous les potentiels risques qu'elle pourrait avoir et aussi les symptômes. Qu'est-ce qu'elle aurait comme symptômes? Comme ça, elle peut reconnaître au plus vite. C'est ça ce qui est important. Et après, il y a aussi un handout pour les médecins, en plus de ça. Et après, il y a aussi une lettre d'expert. Et actuellement, on est en train d'actualiser. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Esther a vécu une expérience, disons, très différente. Les effets secondaires de la pilule ou des pilules plutôt, ils étaient beaucoup banalisés. C'était très minimisé, c'était vous n'avez pas trouvé la bonne pilule, la suivante sera mieux. Et je me suis totalement sentie abandonnée par cette gynécologue à ce stade-là. Simplement parce que c'était la personne de référence qui me fournissait pas les outils pour rebondir. Aujourd'hui, la jeune femme ne consulte sa gynécologue que pour quelques contrôles. Elle est passée à une contraception naturelle, la symptothermie. Une technique reconnue par l'OMS qui demande une certaine formation et beaucoup de discipline. Bien utilisée, des études montrent que l'efficacité de la symptothermie est très proche de celle de la pilule. Les jours où je vais m'observer, je vais introduire la température que je prends avec le thermomètre et la glaire cervicale, l'observation de la glaire cervicale et la position du col de l'utérus, ça c'est en option, mais je le fais. Mon copain au début il était un peu inquiet parce que simplement il connaissait pas, c'est une méthode qui est très peu connue, et donc je lui ai expliqué, il peut suivre en parallèle sur son téléphone mon cycle, comme ça chaque jour il sait où j'en suis, et en général c'est moi qui lui donne les informations et c'est lui qui les rentre dans l'application, comme ça vraiment tous les jours il peut suivre et il est au courant. Après bien des déboires, Esther a donc trouvé la contraception qui lui convient. Choisir sa méthode, c'est peut-être la meilleure garantie de réussite. L'efficacité théorique d'une méthode va énormément baisser si une femme n'est pas motivée à l'utiliser parce qu'elle n'a pas l'impression d'avoir toutes les informations en main, elle n'a pas l'impression que cette contraception lui fait du bien, ou alors elle a l'impression d'avoir été contrainte d'avoir l'utilisé. On connaît bien les sièges chauffants pour les voitures, un peu moins les slips chauffants pour la contraception. Et pourtant, c'est une méthode un peu artisanale et confidentielle de contraception masculine. Aujourd'hui, davantage d'hommes estiment que la protection n'est plus uniquement une affaire de femmes. Ils ont donc décidé de prendre les choses en main. À Genève, ce laboratoire universitaire étudie le développement sexuel, la fertilité et l'infertilité masculine. Serge Neff et son équipe analysent les spermatozoïdes sous toutes leurs coutures. En matière de contraception pour les hommes, les options sont pour l'instant plutôt limitées. On a le retrait ou le coitus interruptus. Les taux d'échec sont relativement importants, on est autour de 20%. On a le préservatif, taux d'échec aussi de 13% dans les problèmes d'utilisation où le préservatif peut casser. On a la vasectomie qui marche aussi très bien. Dans ce cas-ci, c'est un petit peu définitif. Mais ça marche très bien, mais ça laisse qu'on a que, globalement ces trois options, qui ne donnent pas vraiment d'options pour les hommes qui désiraient partager le poids de la contraception dans le couple.
Bonjour Rita. Le Graal, ce serait évidemment la pilule pour hommes. On en parle depuis des années, mais elle se heurte à de sacrés obstacles techniques et économiques. Je pense que ce n'est pas la priorité pour les compagnies pharmaceutiques pour une raison principale, c'est qu'en fait, quand on regarde les coûts ou le prix actuel d'une pilule œstroprogestative pour les femmes, on va naviguer autour de 10, 20, 30 francs, et que les coûts nécessaires à la fabrication, l'identification et la mise sur le marché de contraceptifs masculins sont beaucoup trop élevés par rapport aux revenus potentiels. Il ne faut pas espérer avoir la mise sur le marché d'une pilule ou d'un contraceptif hormonal masculin pour avant 2030. Et il y a peut-être encore un autre obstacle, plus inattendu, du côté féminin. C'est ce que constate Jacqueline Felet avec les jeunes filles qu'elle reçoit dans son centre de santé sexuelle. Mais si tout à coup on rencontrait un homme, nous les femmes, qui nous dit « ne te fais pas de soucis, je prends la pilule », est-ce que nous aurions confiance? Et quand je pose cette question avec humour aux jeunes filles qui viennent, souvent on rigole. Bah, c'est pas sûr. Ce qu'il nous faut pour un moment de couille de type jockstrap. Dans une première étape, Certains hommes refusent d'attendre encore 10 ans. Ils ont pris les choses en main. Sur le net, on trouve des tutos pour fabriquer soi-même son slip chauffant. Une méthode de contraception artisanale basée sur la température des testicules. La température, c'est l'ennemi du spermatozoïde ou l'ennemi des cellules germinales chez l'homme. Et que si vous êtes capable de maintenir les testicules dans le canal inguinal, vous allez augmenter la température de passer de 34 degrés à 36 degrés. Et ça va tuer vos spermatozoïdes. C'est efficace. La difficulté liée à ça, c'est qu'en fait, il faut porter ces sous-vêtements au moins 15 heures par jour. L'élastique. Autre contrainte, ce n'est qu'au bout de 3 mois que l'utilisateur perd sa fertilité. Bonjour. C'est de Bordeaux que vient la dernière technique en date. Maxime Labrie est l'inventeur d'un anneau en plastique qui permet, lui aussi, d'appliquer la méthode thermique. Le premier temps, ça va être d'insérer sa verge au repos, à l'intérieur. Et une fois que c'est inséré, de venir dessous, là, chercher le scrotum, la poche qui est là au final, et de la mettre dans l'anneau. Et en la mettant dans l'anneau, il n'y a plus de place. Donc les testicules, en fait, comme elles n'ont plus de place, elles vont se mettre au-dessus. Hop, ici. Il faut savoir que c'est quand même une technique qui est utilisée par les écureuils en Corée. Certains écureuils en Corée, qui ont été étudiés, n'ont les testicules qui ne descendent dans les poches externes que sur la période de rut. En Suisse aussi, quelques jeunes hommes se sont lancés dans l'aventure de l'anneau contraceptif. Voici Léo, Arthur et Pierre. Tous trois en sont à des stades différents de leur exploration. Ils ne se connaissaient pas. Nous les avons donc réunis autour d'une table pour qu'ils puissent partager leur expérience. Ouais, les mêmes questions reviennent un peu tout le temps. Je trouve intéressant par rapport à mes potes hommes, c'est de parler du côté mécanique. C'est en fait les premières fois qu'on parlait vraiment de notre sexe de cette manière-là, alors que j'ai l'impression que justement plus de femmes se libèrent sur ce sujet, peuvent en parler ensemble. Nous en fait on le fait pas. Et puis du coup cet anneau ça a permis aussi de découvrir ce genre de sujet. Moi je suis toujours un peu en fast test en fait. J'ai reçu mon premier anneau avant l'été, puis en fait je suis parti en vacances pas mal et j'avais un anneau qui était trop grand quoi. Ça marchait pas très bien. Mais après c'est beaucoup une gestion de la longueur des poils au fait, parce que si t'as les poils trop courts ils glissent, si t'as les poils trop longs ça serre trop et puis c'est un peu... Ah ouais, j'ai pas encore fait tous ces tests. Mais... c'est un peu ça aussi. J'ai commencé il y a une année. Ouais. En janvier, j'ai eu le spermogramme comme quoi j'étais infertile. Ça coûtait combien à Paris? C'était 35 €. Ouais. Combien tu payes ici? 170 à Genève. Oh, putain. Ouais. Et toi, t'as fait déjà? Bah non, j'ai pas encore fait le spermogramme en fait. Et puis, mais en fait, je crois que je vais faire en France. Ouais. Parce que c'est vraiment beaucoup moins cher. Il suffit d'aller en plus à Annemasse, genre. Ouais. Ma copine supportait pas trop les méthodes de contraception, et puis du coup, ouais, forcément, je me dis au bout d'un moment, les préservatifs, c'est chouette si on peut arrêter. Donc c'est cool en fait qu'il y ait un moyen pour que ce soit pas la femme dans le couple qui prenne ça en charge, quoi.
Il y a aussi la question écologique du truc. Enfin, les préservatifs, c'est du plastique. La pilule, c'est un désastre écologique parce que ça féminise les populations de poissons. Les rivières ont trop d'hormones féminines. Enfin, ça perturbe complètement énormément de choses dans notre environnement. Convaincus de l'intérêt de la contraception masculine, nos 3 seigneurs des anneaux associent évidemment leurs partenaires à leur démarche. Salut. Comme Léo, avec sa copine Camille, qui est à Paris. Ça va bien, merci. Et il faut trop que je te raconte, je suis allé chez l'urologue puis après il m'a demandé un petit peu genre pourquoi est-ce que j'avais envie de faire ça, quelles étaient les raisons qui me poussaient à vouloir mettre un anneau près de mes testicules et tout. Puis je lui ai expliqué que déjà ça m'intéressait, puis que aussi niveau contraception féminine c'était pas forcément idéal dans notre cas. Et le gars, il m'a conseillé de choisir une copine qui supportait la pilule. Il avait déjà pris l'initiative d'aller, je sais pas, appeler le médecin pour faire le spermogramme avant même que moi, en fait, je demande quoi que ce soit, quoi. Donc, c'était aussi ça qui était assez cool pour moi, c'est qu'en fait, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai demandé, c'est pas moi qui ai fait le pas, mais c'est lui. Julie Bianchine, Michel Langrand, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de terminer vos études à Neuchâtel de journalisme. C'est vous qui avez réalisé cette série de reportages sur la contraception. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la contraception? En fait, on voulait s'intéresser au prix des médicaments parce qu'ils sont quand même très chers en Suisse. Et on a choisi la contraception parce que c'est un traitement qui concerne près de la moitié de la population en Suisse et les femmes à un moment de leur vie. Et donc voilà. Et vous avez, vous, des exemples autour de vous de jeunes femmes qui vont acheter leur pilule à l'étranger? Oui, bien sûr, on en a même beaucoup et c'est de là qu'est partie la réflexion. On s'est posé la question de cette question financière en se demandant si c'était ça qui poussait ces femmes à aller à l'étranger ou si certaines d'entre elles avaient même plus de problèmes et que c'était vraiment une difficulté pour elles. Donc effectivement, oui, on a beaucoup de personnes dans notre entourage qui le font. Et d'hommes qui pratiquent la contraception masculine? Alors, pas d'hommes qui la pratiquent. Par contre, quand on en a parlé autour de nous, ça suscite pas mal d'intérêt et de curiosité. Parler de contraception, c'est quand même assez intime. Est-ce que vous avez eu des difficultés à obtenir ces témoignages? Alors, quand on a fait le premier appel à témoignages sur les réseaux sociaux, on a eu environ 30 réponses en moins d'1 heure. Donc c'était pas rapide. Voilà, c'était rapide, il y avait beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes ont envie d'en parler. Ce qui est plus difficile, c'est d'en parler face à une caméra forcément. Et ce qui était le plus dur aussi, c'est en fait d'arriver à mettre des mots sur le fait que financièrement, c'est difficile. Donc c'est pas forcément l'aspect intime parce qu'on parle pas de sexualité, mais l'aspect financier était plus difficile de dire cette chose qui est censée être ma responsabilité, je ne peux pas me la payer. Ça, c'était un petit peu plus difficile. Une espèce de pudeur par rapport à l'argent. Est-ce que vous avez aussi obtenu des refus? Est-ce qu'il a fallu convaincre certaines personnes de témoigner? Non, pas vraiment de refus. Je pense que les personnes qui nous ont approchés, en tout cas à travers, à travers les réseaux sociaux, ils avaient vraiment envie d'en parler. Et vous sentez que c'est un sujet justement d'actualité auprès de la nouvelle génération des jeunes femmes? Je pense qu'en tout cas, c'est une question qu'on se pose et que quand on la pose, il y a beaucoup de réponses et beaucoup de choses à dire, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez remarqué que le regard et la pratique de la contraception a changé, a évolué avec la nouvelle génération? Alors, le regard, oui, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui se posent la question est-ce qu'on veut mettre des hormones dans notre corps? Par contre, les pratiques, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de choix en dehors des méthodes hormonales. Donc la pilule n'est plus si magique auprès des 20-40 ans? Elle est toujours aussi efficace, en tout cas, c'est toujours le moyen de contraception le plus utilisé et souvent celui qui est proposé en premier aux jeunes femmes. Par contre, elle est plus si magique parce qu'en fait, elle est tout aussi dangereuse, elle a tout autant d'effets secondaires, on se pose tout autant de questions sur son utilisation depuis qu'elle a été créée et en fait, il n'y a pas d'amélioration et c'est surtout ça qui la rend moins magique. Alors vous les achetez où, vos pilules, à l'étranger? Oui, moi en France.
Et vous? Et moi, je ne prends pas la pilule, j'ai un stérilet. En fait, c'est aussi ça qui est important dans la question du prix et du fait que ça peut poser un problème à certaines femmes. C'est que ces femmes finissent par faire des choix financiers plutôt que des choix médicaux, ce qu'on devrait faire quand il s'agit de notre santé et aussi de notre santé sexuelle, justement. Merci beaucoup, merci. 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 Vous le savez, l'actualité conso ne s'arrête jamais et c'est Viviane Gabriel qui garde un œil très attentif dessus. Bonsoir Viviane Gabriel. Bonsoir. Alors au menu ce soir, un barbecue censé s'autodétruire, des burgers sans viande, mais évidemment, actualité oblige, d'abord un test rapide pour détecter le Covid. Oui, le Conseil fédéral a décidé la semaine dernière d'autoriser ces tests rapides pour tester davantage et puis aussi pour faciliter l'accès au dépistage. Il a annoncé leur arrivée en pharmacie notamment à partir du lundi 2 novembre. Lundi, c'était hier, alors est-ce qu'on peut se faire tester aujourd'hui en pharmacie? On a fait un petit sondage, on a contacté une quinzaine de pharmacies en Suisse romande. Toutes nous ont donné la même réponse et c'est non. Pour quelle raison? C'est trop tôt. Les pharmaciens attendent encore des informations sur l'infrastructure, sur la formation du personnel à mettre en place et puis aussi sur le matériel à utiliser. Certains pharmaciens nous disent avoir reçu des offres de fournisseurs mais n'osent pas commander car ils ne savent pas à ce stade quels tests seront autorisés. Et d'ailleurs, plusieurs cantons ont demandé aux pharmaciens de ne pas passer commande pour l'instant. Alors c'est trop tôt aujourd'hui, mais est-ce que ces pharmaciens vont pouvoir être capables de mettre sur pied ces tests rapides prochainement? Alors, un seul nous a répondu non, car il ne pense pas pouvoir remplir les conditions en termes de local et d'organisation du flux des patients. Pour les autres, la réponse la plus fréquente, c'est « je ne sais pas ». Il y a beaucoup de questions, notamment les conditions de prélèvement, où est-ce qu'ils devront être faits, est-ce que ce sera au comptoir, est-ce que ce sera dans une salle isolée, et qui pourra les faire, le pharmacien, un assistant en pharmacie, etc. etc. Affaire à suivre donc. Quand même, pour la Société suisse des pharmaciens, PharmaSuisse, l'objectif, c'est qu'une pharmacie sur 3 soit en mesure de proposer et de réaliser ces tests d'ici à la fin de l'année. Oui, c'est là. Et selon PharmaSuisse, c'est Genève et Fribourg qui sont les cantons les plus avancés. Fribourg qui articule la date du 9 novembre. Le coût exact de ces tests n'est pas encore connu, mais ils seront pris en charge à certaines conditions. Alors, on passe à notre shopping. Qu'est-ce que vous avez de beau dans votre panier, Viviane? Voilà, je vous laisse découvrir. Ah, magnifique. Alors ça, c'est un burger, mais c'est de la viande sans viande. Exactement, et je vous les ai amenés pour 2 raisons. Déjà, ces steaks font parler d'eux à cause de leur nom. C'est écrit burger. Burger, et ça justement pour certains c'est de nature à créer de la confusion chez l'acheteur, à savoir est-ce que c'est de la viande ou pas de la viande. Le Parlement européen vient de trancher sur la question et autoriser ce nom de burger vegan. Et en Suisse c'est pareil? Alors oui, pour ce type de produit, burger c'est autorisé. Par contre, filet de bœuf végétalien, cervelas végétarien ou jambon végétal par exemple, ça ce n'est pas autorisé. La liste des produits est longue et chaque cas différent. Alors, un burger, on adore le bon burger avec une bonne viande, mais est-ce qu'un burger comme ça, c'est bon? Alors, c'est la deuxième raison qui m'amène à vous en parler ce soir. Figurez-vous que nos collègues alémaniques de Kassensturz ont organisé une dégustation. Je vous laisse découvrir les résultats. C'est à l'aveugle que les 5 membres du jury ont dégusté les burgers. Ils les ont classés et notés en fonction de 4 critères. L'apparence, la consistance, l'odeur et le goût. Obtient la mention insuffisant et la note de 3,7, le Delicorn Burger acheté à la COP. Ça m'a rappelé les burgers végétariens des années 90, l'époque où il n'y avait que ça comme plat végétarien dans les restaurants. C'était dégoûtant. Insuffisant aussi, le Happy Veggie Butcher acheté chez Spar et le Corn Nature Burger demi-gros, trop épicé et trop sec. 6 burgers sont jugés suffisants. Le Sensational Burger vendu chez Coop et Manor, le Plant-Based Burger demi-gros, le Beyond Burger acheté chez Coop, qui est aussi le produit le plus cher du test. Il est très intense et en même temps un peu comme du carton. Je n'ai pas aimé. Viennent ensuite le Next Level Burger demi-gros et l'Unconventional Burger de Denner. Pour moi, on dirait presque de la viande. On pourrait les confondre. Suffisant aussi le Wonder Burger d'Aldi.
Le grand vainqueur du test, c'est lui, le Green Mountain Burger vendu chez Coop. Moins caoutchouc que certains, voire carrément croustillant. Mais d'une manière générale, ces burgers, souvent trop épicés, trop salés et trop compacts, n'ont que moyennement convaincu le jury. Il y en a plusieurs que je pourrais acheter. Je pourrais même en recommander, mais juste de préférence avec du pain et de la sauce. Bon, Viviane, les résultats ne sont pas fameux. Coop, Spar et Migros, qui commercialisent les produits avec les moins bons résultats, ont réagi. Vous pourrez trouver ces réactions sur le site de Kassensturz. Alors, on continue notre découverte. Avec ce grill, c'est pour nous rappeler nos vacances d'été qui paraissent très loin. Voilà, un peu de nostalgie avec ce barbecue fabriqué en bambou, carton et pierre de lave. Un barbecue qui serait écologique, 100% naturel et biodégradable. Il a tapé dans l'œil d'un téléspectateur. Regardez. J'ai un déchet qui est apparu là depuis quelques semaines sur des abords de feu ou carrément au bord du lac. C'est ce genre de pierre, une pierre d'aggloméré comme ça, où je me demandais un petit peu d'où ça pouvait venir. C'est quand même quelque chose d'assez solide. Et de fil en aiguille, j'ai retrouvé petit à petit, donc là, des pierres d'aggloméré, j'en ai trouvé bien quelques fois. Et du coup, je suis tombé l'autre jour sur l'emballage de ces fameuses pierres qui sont tout simplement les résidus d'un grill jetable, grill Tassus Grill, qui est un grill 100% biodégradable après utilisation. Et effectivement, il me reste après toutes ces pierres en aggloméré. J'ai essayé de les mettre dans l'eau, ça ne se dissout pas comme ça, donc ça fait quand même un déchet qui est un petit peu, alors même s'il est 100% inoffensif, ça traîne et c'est pas terrible. Voilà. Alors Viviane, quand on enlève l'emballage, ça ressemble à ça, mais est-ce que ça pollue? Autrement dit, est-ce qu'on peut l'abandonner dans la nature? Alors, le fabricant conseille plutôt de le jeter à la poubelle ou de jeter au feu. Jeter le grill au feu, donc en gros on fait un double feu. Un feu pour barbecue et puis un feu pour les grillades. Alors le fabricant ajoute que si on l'oublie après usage, c'est sans danger. La pierre de lave, c'est ce que vous voyez là, se désagrégerait avec le temps jusqu'à ressembler à ça, ce qu'on voit derrière vous, après environ 6 mois. Effectivement, c'est pas très beau. Vous avez vérifié auprès d'un expert? Alors oui, ce qui ressort, c'est que le grill n'est pas complètement biodégradable. Ces petits grains-là, ils ne vont pas disparaître dans la nature, ils vont simplement être assimilés, sans qu'on puisse dire avec certitude si c'est mauvais ou pas. Notre expert n'a pas pu vraiment se prononcer sur ce qu'est cette matière. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le jette à la poubelle? Alors pour notre expert, ce n'est pas non plus une bonne idée. Ces petits grains vont ressortir tels quels de l'incinérateur et finir à la décharge. Alors finalement, on fait quoi avec ces barbecues? En l'absence d'une réponse vraiment tranchée, notre expert rappelle que l'aluminium, lui, est 100% recyclable. Ça reste une option. Merci beaucoup Viviane et bonne soirée. Bonne soirée.